Bonjour, aujourd'hui je suis accompagnée de Hélène. Alors Bonjour, Hélène, merci d'avoir répondu à l'appel. ça fait plaisir. Oui, est-ce que avant de commencer, tu pourrais te présenter? Ben oui, bonjour. Moi, je suis Hélène Laperrière. Je suis psychoéducatrice de formation. Depuis 1995, j'ai travaillé dans les quartiers très multi-ethniques à Montréal, donc Parc Extension, Côte-des-Neiges, Centre-Ville, Outremont, Ville-Mont-Royal. Mhm. J'ai travaillé pendant 24 ans au niveau CLSC, qui sont devenus maintenant les CIUS. J'ai pris ma retraite jeune pour accepter un nouveau défi au niveau de la gestion dans les CPE. Un CPE à Parc Extension et maintenant un autre CPE à Côte-des-Neiges en tant que direction adjointe, surtout pour la pédagogie et les relations avec les parents, les familles. Je fais aussi évidemment un petit peu de psychoéducation dans tout ça. Wow. Donc, j'aime bien. J'ai aussi travaillé pendant 10 ans en centre de réadaptation à temps partiel et j'ai travaillé pendant 20 ans à Éducation Coup de fil, qui est maintenant Première ressource aide aux parents, Mhm. dont ma Mhm. maman était la fondatrice il y a OK. 40 ans maintenant. Wow. Écoute, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, on se voit fréquemment. Mais là, aujourd'hui, Ouais. j'apprends tout ce que tu as fait. Fallait que, justement, qu'on se rencontre pour cette capsule pour découvrir toute cette richesse-là que tu as, cette expérience-là que tu as. Donc, wow, c'est vraiment impressionnant. J'ai aussi oublié de dire que dans ma jeunesse, j'ai fait énormément de gardiennage. C'était mon activité là, depuis l'âge de 12 ans jusqu'à Mhm. 25 ans. Je gardais 4, 5 fois par semaine des Wow. 12 heures et des enfants de tous âges et Mhm. je mettais en pratique sur le terrain tout ce que j'avais appris. Il y a une Mhm. base que j'ai appris de ma mère qui faisait beaucoup de travail communautaire et qui avait même dans le temps avant les garderies en milieu familial, gardait toujours des Mhm. enfants à la maison et j'étais toujours Entouré entourée et d'enfants. je voyais les Mhm. interventions et je les ai appris comme un peu naturellement. Puis après, bon, Mhm. c'est sûr, quand j'ai fait mon cours puis j'ai travaillé, ben j'ai pu comme renforcer avec les autres apprentissages. Mais Mhm. je dirais que la base est vraiment d'avoir comme expérimenté moi-même ces interventions-là sur moi Mhm. et d'avoir vu le résultat que ça faisait au niveau, mettons, de la gestion de mes émotions et de la Mhm. compréhension, mettons, du comportement humain. Mhm. Donc ça, c'est une richesse que je garde à la base et puis il m'a donné la flamme comme de travailler pour les enfants, pour les Mhm. familles. Mhm. Mhm. Excellent. J'aurais une première question pour Mhm. toi, Hélène. Quand devrions-nous commencer à nous préoccuper des comportements de notre enfant en lien avec son développement émotionnel et social? Oh, c'est une question. Mais en fait, d'abord, une chose importante à toujours se rappeler, c'est que comme parents, on n'est jamais au neutre. On a beau avoir toute la connaissance qu'on a même maintenant en ligne, tous les blogs, avoir lu des articles, les connaître par cœur. Quand c'est notre propre enfant Mhm. qui a des réactions émotionnelles ou au niveau de la relation, c'est jamais facile parce qu'on n'est pas au neutre. Donc, c'est Mhm. Mhm. important. Et il n'y a pas de camp. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de grilles qui nous disent à tel âge, on est supposé faire ça, on est supposé Oui, réagir comme ça. Mais comme on sait, chaque enfant est tout à différent et fait. unique. Chaque relation est différente et chaque contexte est différent. Mhm. Et c'est important de voir, parce qu'on a chacun aussi ce qu'on est capable de tolérer. Donc, il y a certains parents pour qui ils vont attendre très longtemps avant de se dire peut-être que j'aurais besoin d'aide pour telle ou telle chose. Puis il y en a d'autres que dès qu'ils vont voir un petit signe, ils vont aller naturellement chercher de l'aide. Il n'y a pas une Mhm. bonne ou une mauvaise façon de faire. Mhm. Une clé qu'on peut savoir, c'est quand ça commence à interférer avec le bon fonctionnement quotidien. Si on se sent qu'on commence à être je dirais pas le mot épuisé, mais que ça vient tellement nous chercher que ça Travailler. change nos réactions habituelles et ça nous empêche de fonctionner de façon harmonieuse au quotidien, c'est Mhm. peut-être le temps de dire qu'on pourrait aller chercher de l'aide. Et Mhm. quand on dit aller chercher de l'aide, on voit ça des fois comme ça veut dire que j'ai un problème, ça veut dire que c'est Mhm. pas normal. Non, parce que on dit qu'aller chercher de l'aide, c'est déjà la moitié d'une situation qui est résolue. Donc, Mhm. d'aller chercher de l'aide, c'est un signe de santé C'est émotionnelle. ça, c'est Puis ça. c'est bon aussi pour l'enfant de voir que son parent ne reste pas dans une détresse ou dans un inconfort, d'avoir un modèle dès la petite enfance que si on a besoin d'aide, on peut aller chercher des Mhm. ressources à l'extérieur. C'est positif déjà pour le développement de l'enfant. C'est vrai qu'est-ce que tu dis, c'est tellement important parce que parfois, il y a des parents qui sont pris dans leurs difficultés, puis pour eux, d'aller chercher de l'aide, c'est comme de dire,
j'ai pas joué mon rôle de parent, j'ai manqué. Parfois, il y en a qui vont se sentir tellement coupables, mais j'ai aimé quand tu as dit que c'est un signe de santé. Comment tu disais, santé émotionnelle, oui. Oui, puis c'est parce que aussi, il faut pas oublier qu'en tant que parent, on a déjà été enfant. Mm-hmm. Et ça a un impact quand même comment on a vécu notre enfance. Puis on sait pas, pour chaque parent, il y a des situations qui peuvent être arrivées où est-ce qu'ils se sentent peut-être responsables d'être capables de faire les choses autrement ou de régler des problèmes. Mais d'aller chercher de l'aide ne veut pas dire qu'on n'est pas capable. Ça veut dire justement qu'on peut aller chercher des ressources en plus pour compléter ce que nous, on a déjà fait. Parce que c'est pas mieux si on attend et qu'on s'épuise. Parce que quand on s'épuise, là, on va comme être obligé d'avoir de l'aide. Alors que si nous-mêmes, on se mobilise pour avoir de l'aide au départ, on va avoir les outils pour continuer à faire ce qu'on a commencé finalement. Wow. Et puis, quel est le rôle du dépistage précoce et quels signes les parents peuvent-ils repérer pour savoir s'ils doivent consulter un professionnel? Ça, c'est une belle question, hein? C'est à la vogue. Je voudrais amener une nuance ici au niveau aussi de la façon de faire. Nous, évidemment, on est au Québec. Si on fait le tour du monde, moi, je l'ai pas fait personnellement, mais je l'ai comme fait à Montréal, le tour du monde. Je réalise qu'il y a plusieurs chaînes de référence dans les sociétés. On parle pas seulement de culture, mais on parle de façon de voir les choses. Et le dépistage précoce est une approche qui est ici au Québec et qui on peut pas dire si c'est bon ou c'est mauvais ou c'est mieux ou pas parce qu'il y a certaines façons de voir les choses qui préfèrent voir le positif et attendre de voir si l'enfant va se débrouiller puis si les difficultés ou les défis vont disparaître d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'on voit beaucoup chez je veux pas dire telle culture ou parce qu'on mélange la culture, mais en fait ça dépend de la référence des personnes. Comment ils ont vécu eux leur cheminement scolaire, c'est quoi le succès, c'est quoi l'échec. Il y a beaucoup de parents qui craignent que l'enfant ait un dossier et que ça affecte le développement de l'enfant plus que le défi de développement qu'il pourrait avoir lui-même. Comme on a plusieurs personnes qui peuvent penser que si on ne nomme pas une difficulté, elle peut s'estomper, l'enfant peut ne pas se rendre compte que cette difficulté-là, puis par l'exposition à l'apprentissage, à la stimulation, tout va rentrer dans l'ordre et que c'est négatif d'aller mettre des mots et de nommer des difficultés parce que c'est comme si on va les ancrer chez l'enfant et qu'on va le sous-stimuler, qu'on va créer le problème chez lui. Il y a plusieurs personnes qui pensent ça et c'est aussi, on peut pas dire que c'est pas correct de penser ça parce qu'il y a plusieurs sociétés qui fonctionnent par inclusion et qui vont donner l'aide de façon informelle, alors que ici, pour ne pas nommer au Québec, on a une façon, puis ça veut pas dire que c'est pas bon, mais on a vraiment une façon qui est que pour obtenir l'aide, il faut nommer la difficulté. OK, déjà, on peut reprendre le système hospitalier. Si on voit un spécialiste dans un domaine, on peut pas lui demander une prescription pour un autre domaine. Il faut qu'on ait une référence, il faut qu'on aille voir, mettons que j'ai un ophtalmologiste, il est médecin, mais il peut pas me prescrire quelque chose pour la peau, il faut que j'aille un dermatologiste. Alors que si on va ailleurs, on va avoir un médecin généraliste qui va s'occuper de tout. Il y a même des gens qui vont appeler un médecin dans leur pays pour se faire prescrire des médicaments parce qu'ils trouvent qu'ici c'est trop compliqué. C'est un peu la même chose au niveau du développement. C'est qu'ici on est rendu avec, il faut aller voir sur quelle liste d'attente. Puis ça, quand je dis ça, attention, je me moque pas du système parce que je travaille dans le système, mais je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui a la même vision et que si on n'a pas cette vision-là, on peut trouver ça un peu inquiétant quand on commence dès l'âge de 18 mois à dire peut-être qu'il faudrait aller consulter, il faut signer un formulaire d'autorisation. Là, on parle déjà le langage, on dirait que c'est un petit peu moins sensible parce qu'on a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'aide au niveau de la stimulation du langage. Quand on commence à parler des interactions sociales, des intérêts restreints ou des difficultés au niveau de l'adaptation, du comportement émotionnel, ça fait peur souvent parce qu'on a peur que notre enfant se retrouve avec une étiquette de trouble, trouble anxieux, trouble du développement, trouble du spectre de l'autisme, trouble du langage, trouble de la communication sociale, TDA, TDAH, là le nouveau trouble neurodéveloppemental non spécifié, puis ça finit plus. Dire le mot trouble, ça fait peur. Okay, donc, c'est vrai, dans un sens que si on regarde juste la question de la nomenclature, ça peut pas nous aider nécessairement. Si on le regarde dans un sens qu'on veut essayer d'évaluer c'est quoi les forces de l'enfant, c'est quoi ses besoins et comment on pourrait l'aider et qu'on dit
parce qu'ici, ça fonctionne de cette façon-là, pourquoi ne pas aller voir c'est quoi qui pourrait l'aider pour que quand l'enfant va rentrer à l'école, il va avoir le bon type d'aide. C'est ça. En fait. Parce que c'est la société d'ici qui fonctionne comme ça. Souvent, je dis aux parents, écoutez, avez-vous le désir de rester ici? Si oui, c'est la meilleure moyen pour être sûr que si l'enfant a droit à des services spécifiques pour l'aider, si on le met sur une liste d'attente pour avoir une évaluation globale, pas on risque, mais on a plus de chances que quand il va être rendu à l'école, il va pouvoir avoir plus rapidement le soutien dont il a besoin. Si j'étais dans un pays asiatique, je dis asiatique ou Europe de l'Est, ou en tout cas, je veux pas nommer nécessairement tel ou tel pays, mais il y a plusieurs endroits qui fonctionnent sur mode inclusif et que de faire la même démarche là-bas serait de mettre l'enfant à l'échec avant même de le faire rentrer à l'école. Donc, ça dépend de la société dans laquelle on vit. Moi, je dis souvent, genre, si je m'en vais, je sais pas moi, en Afghanistan ou peu importe, et je dis, je suis psychoéducatrice. Est-ce que je vais avoir beaucoup de travail? Je pense pas. Ils vont me dire, why? We don't need that. Mais ici, on recherche. Puis d'ailleurs, la psychoéducation n'existe pas depuis tellement longtemps. Ça fait les 50 dernières années. Mais déjà, quand on dit le mot psy, que ce soit psychologue, psychiatre, les gens, ça fait peur. Pas à tout le monde. Il y en a qui disent, je veux ça parce que je veux comprendre comment fonctionne la compréhension de mon enfant, sa façon de réfléchir, sa façon de réagir. Mais il y en a d'autres qui entendent juste le mot psy puis ils disent, mon enfant est pas fou, je veux pas, c'est pas, parce que même au Québec, je veux dire, il y a plus de 50 ans, quand on parlait de consulter en psychologie, en psychiatrie, c'était très tabou, c'était très secret, il fallait pas que personne le sache parce que ça relatait quelque chose qui fonctionne pas au niveau cérébral. Alors que maintenant, on parle plus de diversité neurologique, on s'en va sur un continuum pour essayer de voir que tout le monde est différent, il n'y a pas personne de normal ou de pas normal, mais c'est une nouvelle vision dans la société, même ici. Donc ici, on est dans l'avant-garde sur l'étude du fonctionnement, je dirais, en psychologie, tout ça. On a développé toutes sortes d'avenues de pensée, mais je dis ici, c'est pas juste nous qui a développé toutes sortes d'avenues, mais disons sur le développement de l'enfant. On regarde plusieurs sociétés nous suivent 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, comme il y a 20 ans, mettons qu'on parle des sociétés exemples. Je vous donne des exemples, mais je veux pas catégoriser parce que j'ai côtoyé beaucoup les sociétés du Maghreb. Il y a 20 ans, quand on parlait du développement de l'enfant, les gens reliaient ça beaucoup à l'émotion, au trauma, à l'immigration au Canada. Maintenant, de nos jours, on a des services là-bas et les gens sont beaucoup plus, ils participent à des forums, ils participent en ligne. Le développement des cours en ligne aussi change les choses. Bon, je parle d'eux parce qu'ils sont beaucoup avec eux, mais il y en a de partout. Donc, ça évolue notre façon de voir les choses, mais je pense qu'on doit pas s'arrêter au fait de évaluer seulement et nommer. Il faut aussi voir qu'est-ce que ça nous explique, comme qu'est-ce qui fait que l'enfant agit de telle façon, de quelle façon, et comment on peut faire pour l'aider. C'est plus dans le but de adapter notre approche, nos interventions pour faciliter l'apprentissage des enfants, que ce soit dans le domaine relationnel, émotionnel, social, ou même des apprentissages pré-académiques et académiques. Et la communication, parce que la communication est la base. La communication est la base des interactions sociales. La communication est la base aussi des apprentissages, parce que avant d'écrire, de lire et d'analyser des textes, il faut être capable du moins de comprendre et de s'exprimer. Donc, tout ça, ça fait comme un tout. Donc, si on se dit que le fait de dépister, quand on dit précoce, dépister le plus jeune possible, pas dans le but d'étiqueter un enfant, important, dans le but de mieux comprendre ses besoins et de mettre en place les ressources pour qu'il puisse avoir une entrée plus harmonieuse à l'école, un fonctionnement, puis plus tard dans la société aussi. De pas être laissé à lui-même, parce que tôt ou tard, si l'enfant est au Québec, il est pas dépisté jeune, il va être dépisté plus tard à l'école, puis admettons qu'il est pas dépisté à l'école ou qu'il n'y a pas d'évaluation à l'école, il va se retrouver à l'âge adulte, puis il va avoir un travail, puis ça peut ressortir à n'importe quel âge. Quand je faisais partie d'un module d'évaluation pour le développement des enfants, la personne la plus âgée qui a été évaluée par nous avait 67 ans. Ça veut dire qu'il a passé toute sa vie sans avoir d'aide, et rendu à un moment où il s'est retrouvé seul, il a fallu lui l'évaluer pour lui donner de l'aide. Mais il aurait pu en bénéficier plus jeune. Tu vois? C'est des exemples que je donne. Mais c'est pour ça que, personnellement, parce que je travaille ici, je comprends toutes les autres visions, mais je suis plus enclin à suggérer
aux parents, si on voit quelque chose qui mérite de s'arrêter pour dire qu'on pourrait donner un peu plus de soutien, que de mettre l'enfant sur une liste d'attente, parce que on s'entend qu'il y a des listes d'attente tout à fait assez longues. Donc, si on fait un dépistage précoce, déjà, on se rapporte 1 an plus tard à peu près pour une évaluation. Puis après l'évaluation, on se rapporte encore 9 mois, 1 an plus tard pour des services. Donc, c'est pas trop précoce de commencer à 18 mois parce que 2 ans plus tard, c'est 2 ans plus 18 mois. C'est presque 4 ans. Puis l'entrée scolaire est à 4-5 ans. Donc, ce que j'explique souvent aux parents, c'est comme, êtes-vous d'accord qu'on prend la chance de le mettre en attente? Et tant mieux si quand ça arrive son tour, on en a plus besoin. Mais si on le met pas en attente, puis qu'il en a besoin, ben on perd un an. C'est brillant, donc, de cette façon-là, honnêtement, on n'a pas tant de refus que ça, puis c'est moins inquiétant pour les parents. Parce que on ne va pas avec le négatif, on va plus avec si on a besoin, on va avoir du soutien. Voilà. Wow! Avec tout ce que tu viens de dire, là, j'ai besoin d'un petit moment pour juste digérer l'information. C'est d'une telle richesse. Je pense que ça peut nous aider parce que on parle souvent d'évaluation, mais je pense que parce qu'on le fait un par un quand on rencontre les parents, puis je suis très contente que tu poses ces questions-là parce que si ça peut servir à plus de parents, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore été approchés, par exemple par les éducateurs ou par les personnels de garderie ou même au préscolaire, à l'école ou à l'école. Puis la crainte généralisée, c'est vraiment d'avoir un dossier. Les gens veulent pas de dossier parce que pour eux, un dossier, ça a une connotation effrayante. Malheureusement, c'est comme la clé d'accès pour avoir les services. C'est comme si je disais au Québec, j'ai besoin de ma carte d'assurance maladie. Les gens la veulent parce que on comprend que c'est ce qui nous donne droit à la gratuité pour les soins, les services de santé. Mais si on regarde carte d'assurance maladie, si on fonctionne sur le même sur le même mode de pensée, je veux dire, je veux pas moi d'assurance maladie, je veux pas être malade. Si je dis maladie, ça va me rendre malade. Ben c'est bizarre l'exemple que je donne, mais c'est un peu la même chose. Oui, mais ça nous aide à comprendre, c'est une belle analogie. Exactement. Donc, c'est plus un système qui fonctionne en prévention, quoi. Et puis, les parents peuvent parfois être confrontés à des moments difficiles, dis-je, d'adaptation, comme la rentrée à la garderie. Quel conseil donnerais-tu pour aider un enfant à bien vivre cette transition? Ça dépend toujours de l'âge de l'enfant, évidemment, parce que si un enfant commence à la pouponnière avant l'âge de 8-9 mois, normalement, il va former, c'est plus pour le parent que ça peut être difficile, de développer la relation de confiance et de laisser son enfant si jeune, mais l'enfant va développer l'attachement et avec son parent qu'il a déjà et avec les nouvelles personnes de confiance, et ça risque d'être moins difficile. Je vous dis pas de rentrer les enfants à la garderie avant 8 mois, parce qu'il y a pas grand monde qui va être d'accord avec moi, là. Je vous dis, bon, à cet âge-là, l'enjeu est différent. Après l'âge de 8 mois, c'est sûr qu'il y a toute la notion d'attachement. Donc, il faut travailler vraiment la confiance. Si l'enfant sent que son parent a confiance aux personnes à qui il les laisse, déjà, ça va aider. Et si on fait une entrée graduelle, donc, si l'enfant voit que son parent revient, pour qu'il comprenne, ça dépend de son âge, sa capacité de compréhension, mais ce qu'on suggère toujours, c'est comme de préparer l'enfant à l'avance, de lui dire, même s'il parle pas encore nécessairement clairement, ou toujours lui expliquer, on va aller à la garderie, tu vas faire telle chose, maman ou papa va revenir te chercher, maman ou papa revient toujours te chercher, et vraiment de le répéter à chaque fois. Souvent, on se dit, oui, mais je lui ai déjà dit. Oui, mais de le répéter à chaque fois, l'enfant a besoin de l'entendre, puis ça le sécurise, puis les routines sécurisent l'enfant. Et de commencer par un petit temps de présence, parce que d'arriver et d'avoir longtemps à attendre, surtout si l'enfant pleure, pendant qu'il pleure, il est pas comme disponible à l'apprentissage. Donc, pendant qu'il pleure, si c'est très long avant que le parent vienne, tout ce qu'il se rappelle, lui, c'est que quand il va là, il pleure. Donc, si au début, vous restez moins longtemps, même au début, on dit des fois, c'est 5 minutes, on dit juste bye-bye, on s'en va, puis on revient, on lui laisse pas le temps d'avoir trop peur. Et là, il est exposé, il comprend que le parent revient, et tranquillement, quand il commence à tolérer un peu plus, le parent distance et souvent sur une semaine. Il y a souvent des parents qui vont dire, mais combien de temps ça va prendre? C'est encore là? C'est pas écrit. Oui, c'est ça. Parce que chaque enfant est différent. Vraiment. Il y a des enfants qui comprennent très vite que leur parent va revenir. Il y en a d'autres qui ont eu des expériences, comme ceux qui
je dis toujours le pays d'origine, mais ça peut être au Québec aussi, mais c'est juste qu'au Québec, on est moins en famille élargie. Mais les enfants qui sont nés, puis qui ont plus qu'un ou deux parents autour d'eux, qui sont habitués à être laissés avec d'autres membres de la famille, ont déjà cette notion-là que j'ai des personnes de confiance autour de moi, ils vont avoir moins de difficulté à s'adapter à la garderie. Puis encore là, ça dépend des milieux de garde, mais bon, dans le milieu où, un des milieux où je suis, ce qu'on préconise, puis qu'on explique aux parents aussi, c'est qu'on essaye de amener l'idée que la stabilité, c'est sous ce principe-là, ça existe ailleurs, mais parce qu'ici, on peut voir des fois que la stabilité, c'est avec une personne significative. Les parents vont demander, est-ce que l'éducatrice est là? Si l'éducatrice est pas là, je vais pas l'amener parce que j'ai peur. Mais il y a c'est correct, je respecte cette idée-là, mais qu'est-ce qui est facilitant, c'est de développer l'attachement à plus d'une personne significative. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'au départ, ça demande plus d'adaptation, mais après, c'est que s'il manque une personne qui est malade ou absente ou enceinte ou peu importe, il n'y a pas de désorganisation. Parce que s'il y a un attachement ou une sécurité seulement avec une personne, quand la personne n'est pas là, on recommence à zéro. Alors que si on développe avec 4 ou 5 personnes, vous allez me dire c'est beaucoup, 4 ou 5, mais ça se fait en garderie parce qu'il y a des garderies où, mettons, les éducatrices sont à 4 jours, il y a une personne qui fait la rotation, il y a une personne qui l'accueille le matin, il y a une personne en fin de journée. Donc, le fait que le parent soit sécurisé à l'idée que mon enfant va s'attacher à cet ensemble de personnes significatives, puis ça remplace pas la famille, c'est un complément à la famille, mais l'enfant, s'il sait que son parent est en confiance avec toutes ces personnes-là, va développer un sentiment de sécurité plus facilement, puis peu importe si les personnes sont absentes ou non, il y aura moins de difficultés. Puis, pendant que tu expliquais, ça me ramenait un livre que j'ai lu de Sonia Lupien. Là, on va avancer un petit peu à l'âge de l'enfant, là, pour l'entrée à la maternelle. Tu sais, parfois, quelques jours avant, l'enfant va avoir mal au ventre. On le sait, c'est parce que là, il est anxieux, il est stressé et tout. Mais qu'est-ce que Sonia expliquait dans son livre, c'est que on pouvait amener l'enfant, tu sais, à l'école, sur la cour d'école. Même si l'école n'est pas encore ouverte, regarde, voici, c'est ça ton école. On est sur la cour, on regarde. Prévenir à l'avance, familiariser et montrer que nous, on est bien avec ça. Et toujours montrer qu'il va toujours revenir. Il y en a qui disent, oui, mais c'est évident. Je me souviens toujours d'une histoire. Il y a un fait réel, il y a plus de 20 ans, d'un parent qui devait déménager et l'enfant ne voulait plus aller du tout à la garderie. Puis en parlant, on avait posé la question, mais est-ce qu'il sait que pendant que vous allez déménager après, il va aller avec vous? Et les parents me disaient, mais bien sûr, c'est évident qu'il va venir avec nous. Oui, mais est-ce que vous l'avez dit? Puis je pense pas qu'on lui a dit. Donc, parce qu'on peut pas anticiper que l'enfant va déduire que vous allez revenir ou qu'il va retourner chez vous. Ça, c'est une question de base, mais c'est parce que des fois, on dit pas des choses parce que pour nous, c'est très évident. Donc, de lui dire que là, je m'en viens te reconduire, après ça, je m'en vais travailler, et après ça, je reviens toujours. Comme cette fois-là, ils lui ont expliqué, on va déménager, mais quand je vais venir te chercher, je vais t'amener dans la nouvelle maison, moi, je m'en vais pas sans toi. L'enfant les a regardés, c'était fini. Oui, mais c'est vrai, hein? De nommer. Et il y a aussi, de nos jours, avec la technologie, parce que oui, on peut aller voir à la garderie, tout ça, c'est excellent, mais on peut pas se le cacher, c'est sûr qu'on dit qu'il faut pas trop d'écran et tout, mais si l'écran est utilisé de façon à faciliter les apprentissages, comme exemple de filmer l'aller à la garderie, de montrer les lieux et de le regarder à la maison, ou même de demander à l'éducatrice dans son groupe où est-ce qu'il va être, parce que souvent les garderies ont la permission des parents de filmer pour des buts éducatifs, évidemment pas pour publier en ligne, mais ça fonctionne très bien que l'enfant voit son éducatrice, que l'éducatrice parle à l'enfant par le téléphone, bonjour, tu vas venir dans mon groupe, je m'appelle une telle, regarde, ici, ça va être ton coin pour faire dodo, ici, c'est les jouets. Elle montre les jouets, montre les enfants du groupe, chante les chansons du groupe, et l'enfant est préparé, il entend ça à la maison, quand il arrive, c'est comme une visite virtuelle, il est déjà prêt. C'est sûr que ça remplace pas la visite en personne, mais c'est que, en ayant la vidéo, c'est que l'enfant peut le revoir à plusieurs reprises. Ça le sécurise. Ouais, exactement. Ça rassure. Lorsqu'un enfant éprouve des difficultés à gérer ses émotions, ça c'est ma partie préférée. Lorsqu'un enfant éprouve des difficultés à gérer ses émotions comme des crises de colère ou de frustration, quelles stratégies les parents peuvent-ils utiliser à la maison pour l'aider à mieux réguler ses émotions? Alors ça, c'est un grand apprentissage, hein? On passe tous par là, puis même à l'âge adulte, c'est pas toujours évident de réguler nos émotions. Mais en tout cas, une chose sûre, c'est que le plus que l'enfant va sentir qu'on nomme ce qu'il ressent,
le plus ça va comme désarmer la réaction. C'est sûr que des fois, on peut pas toujours savoir pourquoi l'enfant fait une crise, mais si l'enfant, on sait un petit peu qu'est-ce qu'il voulait ou qu'est-ce qui fait qu'il est en crise, le fait de nommer, juste par des mots simples. Puis en fait, bon, ça, dans l'histoire de la psychologie, ça a été nommé par plusieurs choses. Il y a Rogers, l'écoute active, le reflet des émotions, et aussi pour être sûr de pas se tromper, parce que surtout quand les enfants sont petits, parce qu'ils décodent pas nécessairement quelle émotion ils ressentent quand ils sont tout petits. Ils savent pas nécessairement s'ils sont déçus, fâchés, tristes ou inquiets. Ils savent juste qu'ils sont pas bien, puis ils hurlent, ils crient, ils se jettent par terre, ils font n'importe quoi. Donc, le fait d'identifier ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils ne voulaient pas. Exemple, c'est le temps de ranger, il voulait encore jouer. Si je lui dis t'es fâché, ça se peut qu'il se refâche plus, ou parce que ça dépend de quel niveau qu'il a de compréhension de ses propres émotions. Donc, pour être sûr de ne pas se tromper, le premier, comment on pourrait dire, la première phrase qu'on peut dire, c'est toi, tu voulais encore jouer. On est sûr qu'on se trompe pas. Si on sait que c'est ça. Si on le sait pas, c'est sûr qu'on peut dire t'es pas content ou t'aimes pas ça, mais c'est plus abstrait. Quand on nomme exactement ce que l'enfant aimait ou l'enfant n'aimait pas, comme exemple, qui n'a pas vécu ça, tu rentres dans un magasin, l'enfant veut acheter quelque chose, tu peux pas l'acheter, il laisse tout, il se jette par terre, tout le monde te regarde dans le magasin, tu veux fondre. Et là, le monde essaie de prendre l'enfant t'arrache tes boucles d'oreilles, il y a rien à faire. Si tu dis, t'aurais voulu ce jouet, là, l'enfant fait, oui! Puis là, il te frappe, tu dis, tu voulais que je dise oui! Oui! Si tu nommes vraiment qu'est-ce qu'il aurait voulu, et la clé, encore une fois, d'avoir une petite phrase à la fois, de laisser entre chaque phrase au moins 3 secondes, pour que l'enfant ait le temps de digérer ce que je dis. Parce que si je dis, t'es pas content, tu voulais jouer, tu voulais pas que je dise oui, ça marche pas. Mais si je dis, t'aimes pas ça, non, tu voulais ce jouet, oui, t'aurais aimé que maman dise oui, oui. Ce que ça fait, c'est que c'est comme si ça aide l'enfant à processer qu'est-ce qui fait qu'il réagit comme ça. Puis c'est vraiment au niveau de ce qui vit l'émotion, parce que souvent on a tendance à expliquer qu'on peut pas l'acheter, on en a déjà un, ou on l'achètera une autre fois, ou c'est notre argent c'est pour acheter autre chose, mais ça c'est comme pas il se concentre pas sur ça du tout. Lui, il veut juste l'avoir. Donc, le fait en premier de nommer ce qu'il voulait, ce qu'il aime pas. Souvent, quand on dit non, hein, l'enfant se fâche, puis juste de dire, toi, tu voulais pas que je dise non. Non! Toi, tu voulais que je dise oui, oui. S'il dit, t'es pas fine, je t'aime plus, t'es plus ma mère, ou peu importe, ou mon père, c'est important de pas tomber dans, mais voyons, je suis ta mère, ou je t'aime pas. Non, moi, je t'aime. On a tout passé par ces choses-là, mais de dire, t'es pas content, tu voulais que je te dise ça. Puis là, oui, vous allez voir, il va comme un peu décompresser. C'est sûr que cette question-là, ça pourrait prendre comme toute une journée de conférence avec de l'interaction, mais je donne la base, parce que vous m'avez demandé des stratégies de base, mais d'apprendre à identifier ce qui déclenche la crise et de nommer ce que l'enfant, parce que c'est souvent quelque chose qu'il voulait pas ou quelque chose qu'il voulait. Il peut avoir plusieurs autres raisons pour une crise. Mais si on commence déjà par ça, il voulait pas partir, c'est le temps de partir. Il voulait rester à la maison et c'est le temps d'aller à la garderie ou à l'école. Il voulait pas que son jeu préféré tombe et que ça casse ce qu'il a fait, ou il voulait acheter quelque chose, ou si vous partez de il voulait ça, il voulait pas ça, puis juste pratiquer à nommer pour que l'enfant se sente compris. Déjà, il baisse d'une coche son état de crise. Ça veut pas dire qu'il va être tout joyeux puis qu'il va accepter. Mais déjà, ça va nous aider après à faire le reste. Et le reste, faudrait faire une grosse conférence avec des questions. Ça veut dire que si vous souhaitez que Hélène revienne et prenne plus de temps à la réponse, écrivez-le dans les commentaires, puis je ferai tout en mon possible pour la revoir. En fait, la stratégie serait de poser une question à la fois et de faire une petite capsule. Exactement. Donc, juste écrire dans les commentaires ce que vous souhaitez que Hélène puisse répondre, puisse partager pour mieux répondre à vos besoins. Hélène, j'aurais une petite dernière question pour toi. Enfin, quel message souhaites-tu transmettre aux parents qui pourraient se sentir dépassés par certaines étapes du développement de leur enfant? Qu'est-ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous vivez ça, c'est que vous êtes absolument normaux. Qu'il n'y a pas un parent qui ne se sent jamais dépassé.
parce que c'est pas facile, tu mets un petit être au monde, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour toi. Et quand on sent que l'enfant n'est pas bien ou ne répond pas à notre approche, quand on fait tout notre possible, c'est sûr que c'est désarmant, c'est parfois inquiétant, c'est parfois alarmant, c'est parfois décevant. On peut se sentir désemparé et c'est correct. Et juste de ne pas se qualifier, de pas avoir bien fait les choses, de pas accepter. C'est sûr que je ne peux pas vous dire ne vous sentez pas coupable parce que ça n'existe pas un parent qui se sent jamais coupable. Le sentiment on peut pas le contrôler, mais de se dire que tu sais, j'ai fait tout ce que je pouvais au moment où ça s'est passé avec ce que j'avais. Et vraiment de prendre une petite distance quand quelque chose nous dépasse, puis d'aller voir qu'est-ce qui cause la réaction de mon enfant. Parce que l'enfant réagit pas juste comme ça. Puis la cause n'est pas nécessairement moi ou mon action. Parce que peut-être j'ai tout fait ce qu'il fallait, mais l'enfant, lui, comme on disait tantôt, il voulait pas. Parce que pour lui, moi je sais que c'est bon pour lui de refuser quelque chose, mais lui, il pense que lui, il voit pas ça large. Moi, comme parent, je vois la vision globale. Avant, bon, là, on parle même plus de dessert parce qu'on est rendu dans tout ça. Je vous donne un exemple de l'ancien temps, mais parce qu'il est facile à comprendre. L'enfant qui voulait manger le dessert avant le souper. OK, là, c'est plus vraiment, c'est un peu ancien, là, mais quand même, je vous donne l'exemple. Mais moi, je sais que pour lui, c'est pas bon. Mais lui, il pense que c'est bon. Donc, c'est pas parce que je suis un mauvais parent, s'il va me frapper, il va tout jeter, puis moi, je me fâche, puis après ça, je crie, puis après ça, je m'en vais, puis je me dis, ah, j'ai tout raté mon intervention. Non, en fait, ça m'a désemparée parce que mon enfant a réagi d'une façon démesurée. Par rapport à moi, je sais que c'est bien pour lui. Puis lui, il est fâché après moi, puis il m'a confronté dans mes émotions, puis moi, j'ai perdu le contrôle. Ça veut pas dire que je suis un mauvais parent. Mais si je prends du recul et je vais voir, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il était centré sur son besoin. Et moi, mon besoin était un autre besoin. Mais si je prends un recul et je nomme son besoin, là, je vais diminuer la réaction de colère qui m'agresse et qui me met en insécurité par rapport à mon rôle de parent. Et là, je vais reprendre le contrôle parce que je vais nommer ce que lui voulait ou voulait pas, comme on disait tout à l'heure. Puis l'enfant, il va développer le sentiment de confiance dans la relation. Il va pas toujours me dire que je suis pas gentille, puis que je suis pas sa mère, puis qu'il m'aime plus. Puis au début, il va dire ça parce que c'est le vocabulaire qu'il a. Mais quand il voit que moi, je reste calme, que je prends une distance émotionnelle et que j'arrive à nommer son émotion, tranquillement, il va apprendre lui aussi à nommer ses émotions. Je me souviens tout le temps d'un exemple d'une enfant qui lisait une histoire qui était faite pour les enfants qui avaient vécu la rivalité fraternelle et qui a subi cette intervention-là. Si on peut, à un moment donné, l'enfant est parti dans un coin avec le livre, puis il était comme ça, la mère a dit, qu'est-ce qu'il y a? Et l'enfant a dit, parce que moi, je trouve que des fois, c'est difficile d'avoir un petit frère! Oh. Alors qu'avant, elle frappait l'enfant, tu vois? Donc, le fait de internaliser les façons d'exprimer les émotions va faire en sorte que l'enfant ne va plus avoir, ça veut pas dire qu'il y aura jamais de crise, mais il y aura pas les mêmes façons de réagir qui vont moins me confronter. Et en tant que parent, je vais reprendre, c'est normal de tomber, de se relever. C'est important de pas rester seul non plus avec ça. Maintenant, il y a tout en ligne. Bon, il y a des choses comme qu'est-ce que toi tu fais, mais il y a des blogs, il y a des groupes, il y a tout pour aller se ressourcer et voir que comme parent, vous êtes jamais seul parce que vous êtes jamais seul à vous sentir comme ça. Il y en a toujours autour qui peuvent partager exactement pas la même chose, mais qui ont aussi les mêmes sentiments. Donc, c'est normal de se sentir dépassé et c'est pas suggéré de rester dépassé. Donc, parlez-en, ouvrez-vous, partagez. Et on se rappelle qu'est-ce qu'on a dit, aller chercher de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de résilience. Hey. Wow. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous allez faire. Moi, il y a une chose qui est certaine pour moi, c'est que cette capsule-là, je vais devoir la réécouter une deuxième fois, peut-être même une troisième fois, juste pour intégrer qu'est-ce que tu as vraiment partagé, Hélène. C'était vraiment enrichissant, c'était profond. Je te dis un gros merci. Puis, je le sais que ça va aider beaucoup des parents qui nous écoutent aujourd'hui et que ça va porter fruit aussi avec les enfants.
Donc, si jamais vous avez besoin d'aide, vous avez des questions, vous avez besoin de soutien d'un tuteur ou d'une tutrice, ou de poser des questions quant au cheminement scolaire de votre enfant, vous avez qu'à nous téléphoner, à nous contacter au ceabravo.com ou à info@ceabravo.com, et un de nos conseillers pédagogiques pourra prendre le temps avec vous pour répondre à vos questions ou vous communiquer des ressources qui pourraient vous aider. Donc, je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine.